Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce séminaire de Soel, à ce Coffee Talk. Bienvenue, bonsoir. Je vois il y a déjà beaucoup de personnes qui arrivent sur le chat, sur l'écran. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beau chez vous. Nous avons passé un beau programme pour ce soir, un beau sujet en tout cas, et une oratrice fantastique. Faites-moi un petit peu rêver, comme d'habitude, dites-moi un petit peu d'où vous venez pour que je puisse voir un petit peu d'où viennent les personnes qui font partie de, de ce beau webinaire. Voilà, Alger, Amina, je continue de voir Lyon, magnifique, Maroc, Casablanca, Hérault, la Belgique. Ah, la Belgique est là. La France, le centre de la France. Ça, c'est amusant parce que le centre de la France, ça peut. Montréal, le centre de la France, ça peut vouloir dire beaucoup de choses hein, pour beaucoup de gens. De l'Oise, voilà, Fontenoy-sous-Bois, l'Algérie, Maubeuge, Marseille. Donc, ça vient d'un petit peu pas des Antilles. C'est Zora qui vient du Maroc aussi. C'est fantastique. La Creuse. Encore un autre Belge ou une autre Belge. Ça va tellement vite que j'ai du mal à voir tout le monde et de voir les prénoms de tout le monde. Abidjan, la Colombie, ça c'est terrible, l'île. Donc on a vraiment des gens qui viennent un petit peu partout. Donc bienvenue à ce séminaire, à ce Coffee Talk de Soel. Je suis heureux de vous accueillir. Je vais vous parler un petit peu de Soel. Soel, avant de lancer le sujet de ce soir, Soel est un organisme de formation continue qui est associé avec l'université Juan Carlos de Valladolid. C'est une université qui nous donne la chance de collaborer avec nous et d'organiser des diplômes universitaires en psychopathologie, en sexologie, en pratique respiratoire et dans beaucoup d'autres domaines encore. Sorel donc organise notamment des formations courtes, des webinaires gratuits, mais aussi donc des diplômes, comme je viens de le dire. Et donc je vous invite à aller sur le site de Soel, donc www.soel Formation et pour découvrir un petit peu cet organisme et ce centre avec lequel nous avons la chance de pouvoir travailler. Et alors, l'Auvergne est là aussi, ça c'est fantastique. Nous sommes donc protégés par l'Auvergne grâce au bouclier de l'Auvergne. Donc aujourd'hui soir, nous allons accueillir une oratrice fantastique qui s'appelle alors, Muriel Schmitt. J'ai cru que quelqu'un parlait. Muriel Spick est psychopraticienne. Elle fait la pratique intégrée. Muriel, tu me corriges hein, si je me trompe. Elle poursuit un cursus en criminologie. Elle est formatrice et superviseuse. Et c'est surtout, elle a une approche surtout axée sur l'image. Et elle travaille pour une association. Elle fait partie d'une association aussi qui s'appelle Imparo. C'est ça, Muriel? Imparo? Peux-tu nous Oui, en c'est dire un ça. petit peu plus sur ce qu'est Imparo, peut-être? Alors, Imparo est une association. Alors, Imparo, le terme, c'est la contraction de l'image à la parole. C'est une association qui travaille dans le domaine de la psychologie et socio-éducatif et puis maintenant socio-judiciaire avec mes formations et dont l'approche, effectivement, est particulièrement appuyée. Alors, c'est de la thérapie intégrative ou du coaching avec une approche intégrative. TCC, comment dire, psychothérapie analytique, enfin voilà, mais particulièrement axé sur le travail avec l'image, qui va être utilisé aussi bien en thérapie qu'en formation. Les images qui vont permettre à la fois d'illustrer des concepts d'une manière beaucoup plus parlante. Parfois, une image vaut bien plus qu'un long discours. C'est utilisé aussi en thérapie pour faire émerger des pensées, des idées, pour aider les personnes à formuler, à mettre des mots justement sur ce qu'elles visualisent et qu'elles n'arrivent pas forcément à exprimer. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une magnifique présentation, tout comme celle qui va arriver d'ailleurs.
On a Béjaï. Ça, je ne sais pas. Béjaït, je ne sais pas comment. Mais bon, en tout cas, on a vraiment des personnes de partout. C'est fantastique. Bienvenue à tout le monde. Merci. Donc, je vais introduire le sujet de ce soir. Et puis, Muriel, si tu veux bien, je vais te céder la parole. Mhm. Le sujet de ce soir, c'est de la psychologie à la pathologie. À quoi sert la psychopathologie? Muriel, je te remercie d'avoir accepté de prendre la parole pour nous ce soir. Je vais éteindre ma caméra et je vais te céder la parole pour cette présentation. Merci à toi. Merci beaucoup, Fabrice. Voilà, donc bah, écoutez, je suis en tout cas ravie de pouvoir présenter ce petit coffee talk ce soir sur ce sujet-là, parce que ça me semble effectivement être un sujet une question très intéressante. Ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir que tout compte fait, ça ne l'est pas tant que ça. Et ça va être très important parce que ça va structurer notre manière de comprendre les personnes que nous accompagnons. Donc, je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet qui me passionne. Alors, l'objectif de cette présentation de ce soir, c'est tout d'abord de clarifier justement des notions qui sont essentielles mais qui sont souvent confondues. Je pense que ça va être important de montrer non seulement pourquoi la psychopathologie est utile, voire même indispensable, mais aussi comment on peut se prendre les pieds dans le tapis entre la psychologie, la psychiatrie, la pathologie, la psychopathologie. Donc, on va essayer de remettre un petit peu, dénouer cette pelote-là et de remettre un petit peu de l'ordre parce que la psychopathologie est, à mon sens, une approche, voire même une discipline qui est juste indispensable dans les métiers de l'accompagnement de l'humain en règle générale, que ce soit le soin, le social, l'éducation, même dans le management d'ailleurs. Pour le coup, on va vraiment, dans la psychopathologie, travailler au cœur du fonctionnement psychique avec d'un côté ce comportement qui est la partie émergée de l'iceberg et de l'autre tout l'inconscient et les motivations qui sont cachées. Mais il faut commencer déjà par dérouler tout un vocabulaire et bien préciser de quoi on parle réellement. Donc voilà le plan de ce petit coffee talk que je vous propose. La première partie, ça va être justement en introduction, le vocabulaire et les définitions, pour bien comprendre de quoi on parle, qu'il n'y ait pas d'amalgame et de malentendus. La partie suivante, ça va être la question de la norme, qui va découler très naturellement de cette notion de vocabulaire et de définition. Puis ensuite, justement, nous allons faire un petit tour dans les termes qui sont rentrés dans le langage courant et qui sont devenus totalement déformés et qui nuisent autant à notre compréhension qu'à notre accompagnement si on ne fait pas attention. Nous verrons comment la compréhension des mécanismes psychiques vont être absolument indispensables pour bien remettre de l'ordre dans tous ces termes. Et en conclusion, ben, pourquoi une formation en psychopathologie? Et puis pour finir, un temps d'échange, de questions et de partage. Alors, la première partie, l'introduction, vocabulaire et définition. Voilà. Pourquoi faire? Pourquoi doit-on déjà commencer par poser des définitions? Ben, en fait, ça va clarifier les bases et lever des confusions fréquentes et notamment clarifier les champs disciplinaires. Bon, si on est dans le domaine purement médical, c'est assez facile de comprendre que si on a des problèmes de cœur et qu'on va voir un gastro-entérologue, ça va être très moyen en termes de résultats et d'accompagnement. Eh bien, dans le domaine de la psychologie, c'est la même chose. Il va falloir qu'on fasse déjà le tri entre la psychologie, la psychopathologie, la pathologie, la psychiatrie. Et vous verrez que c'est effectivement essentiel pour éviter les erreurs d'interprétation ou d'orientation. Voilà, donc la confusion de termes vont avoir des conséquences qui vont être notables. Parce qu'en plus, chaque discipline va percevoir et utiliser les termes d'une manière différente. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple très clair pour que ce soit plus imagé. La notion de symptôme. Voilà, c'est a priori, tout le monde sait ce que c'est qu'un symptôme. Oui, sauf que si vous allez du côté de la psychiatrie,
Le psychiatre, derrière le symptôme, lui, il va se mettre sur un critère nosographique. C'est-à-dire qu'il va chercher à identifier les signes cliniques qui vont lui permettre de regrouper tout cela au sein d'une même maladie définie. Ça va lui permettre de faire un diagnostic en catégorisant et en classifiant les critères et en utilisant des manuels qui s'appellent soit le DSM, soit la CIM. Voilà. Alors que quand vous allez voir un psychologue et que vous allez parler de symptômes, l'approche va être, la perspective va être totalement différente. Le psychologue, lui, en tout cas dans le domaine de la psychologie, donc le psychologue, le psychopraticien, le psychanalyste, lui va être au niveau du symptôme sur le vécu subjectif. Et il va être dans le travail d'accompagnement sur le sens, l'expérience, le contexte, l'histoire personnelle. Donc vous voyez bien que là, pour le coup, quand on initie une démarche, eh ben, il ne faut pas se tromper de discipline, parce que sinon, on ne va pas avoir obligatoirement le résultat attendu. Alors, bien entendu, tout comme un cardiologue, il peut discuter avec un gastro-entérologue, c'est même d'ailleurs conseillé au niveau des médicaments, au niveau des traitements, au niveau des interactions, hein. On est dans un corps où nos organes sont reliés, ils sont pas différenciés, ils sont différenciés, mais ils sont reliés entre eux. De la même manière, entre la psychiatrie et la psychologie, vous allez voir que ça va revenir plusieurs fois, c'est une complémentarité qu'il faut vraiment prendre en compte et il est absolument indispensable qu'il y ait un dialogue entre ces deux perspectives et ces deux approches. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va définir ce que c'est que la psychologie, très exactement. Alors, la psychologie, c'est quoi? C'est la science qui étudie le fonctionnement mental, émotionnel, cognitif et comportemental. Là, en fait, la psychologie va s'intéresser à l'être humain dans sa globalité. Elle va plutôt viser à comprendre, évaluer et accompagner. Par exemple, petite animation, voilà. La psychologie peut expliquer pourquoi une personne anxieuse évite les foules. C'est tout à fait le travail en psychologie. Par contre, ça ne va pas dire si c'est un trouble. Là, pour le coup, on va rentrer dans le domaine de la pathologie. Alors là, autre petite illustration. Voilà. La pathologie, c'est quoi? C'est une altération du fonctionnement normal qui génère souffrance, handicap ou désadaptation. Alors là, effectivement, on a quelqu'un qui est malade, donc avec des signes pathologiques. Là, on est sur une notion médicale. On revient à la notion de nosographie avec des critères de diagnostic. Voilà. En psychologie, la pathologie va se situer au niveau des dysfonctionnements mentaux. Alors, ce n'est pas de la fièvre ni de la toux, mais on est sur des dysfonctionnements mentaux. Autre discipline, la psychiatrie, qu'on a déjà évoquée. C'est quoi précisément? En termes de définition, c'est une spécialité médicale qui diagnostique, prescrit, traite via des médicaments, hospitalisation si nécessaire. Le psychiatre est un médecin et la psychiatrie est considérée comme une branche médicale, au même titre d'ailleurs que le cardiologue, gastro-entérologue, dermatologue. Voilà. Donc il peut prescrire des médicaments, hospitaliser. Le point clé, c'est que c'est un champ médical avec des prescriptions, des examens et des traitements. Alors, comment on va relier la psychologie et la psychiatrie? Eh bien, justement, c'est la psychopathologie. La définition exacte, enfin une des définitions, c'est que c'est la branche de la psychologie, donc on est vraiment dans l'approche globale du psychisme, la branche de la psychologie qui étudie les troubles mentaux, leurs causes, leurs manifestations et leurs traitements. Et donc, on peut dire que la psychopathologie, c'est le lien, le pont entre la psychologie et la pathologie, sachant que c'est donc le psychiatre qui traite la pathologie. Mais néanmoins, on a besoin d'avoir ce pont, ce lien entre la psychologie et la pathologie. La psychopathologie va nous permettre justement d'analyser les mécanismes psychiques, les conflits internes, on va y revenir un petit peu plus loin, les modes de fonctionnement, les défenses, les traumatismes, les structures de personnalité et donc la manière dont tous ces éléments peuvent devenir souffrants, pathologiques. Elle va permettre de comprendre comment et pourquoi
un fonctionnement psychique devient souffrant. Donc ça, c'est vraiment fondamental, voilà, de se dire, OK, il y a ce lien entre la psychologie et la pathologie. D'accord. Ça veut donc dire qu'il y a d'un côté quelque chose qui est normal et de l'autre quelque chose qui est pathologique, dysfonctionnel. OK, normal. Donc normal, c'est quoi? C'est la norme. Donc, on va devoir se pencher pour quand on va commencer à travailler en psychopathologie, il va être essentiel de comprendre qu'on va commencer déjà par travailler sur de la norme. Donc, partons sur la notion de norme. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, l'objectif de comprendre cette notion de norme, c'est d'abord d'introduire une base indispensable pour la réflexion clinique. Ça, vraiment, c'est fondamental. Et comprendre que la frontière, justement, entre le normal et le pathologique, eh ben, elle est floue et contextuelle. C'est dommage, on ne peut pas dire que d'un côté, hop, il y a ce qui est normal, on franchit une frontière et hop, on est dans la pathologie ou le dysfonctionnement. Eh ben non, c'est beaucoup plus subtil et complexe que ça. Donc, on va commencer par regarder ce que c'est que précisément une norme. Et là, vous allez voir qu'il y a trois approches, c'est pas trois approches, trois regards à porter sur la norme. La première, c'est la norme statistique, c'est-à-dire ce qui est fréquent, ce qu'on va retrouver le plus dans la population statistiquement. Par exemple, pleurer après un deuil. Donc, toute la psychiatrie, le DSM, qui est le manuel diagnostic des maladies psychiatriques, mais également la CIM, la classification internationale des maladies, se base pour établir leur nosographie et leur tableau sur des statistiques. Là, Fabrice le disait, depuis 2 ans et demi, j'ai repris des études et donc je me forme en criminologie et en troubles de la personnalité. La base du travail en criminologie, c'est la statistique. On commence par établir ce qui est une norme à partir de ce qui est le plus représenté dans une population. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fonction des pays dans lesquels vous vivez, eh ben, les normes ne vont pas forcément être les mêmes. Donc là, j'ai pris l'exemple du fait de pleurer après un deuil. Mais il y a également à prendre en compte la norme sociale, qui est une autre vision, un autre focus dont on ne peut pas s'extraire. Ce qui est acceptable dans une culture, ce que le groupe va attendre de nous. Alors, je reste sur mon deuil. On peut penser que dans certaines cultures, c'est 3 jours. En France, quand vous perdez votre conjoint, vous avez un arrêt de congé exceptionnel de 3 jours. Dans d'autres cultures, vous portez le noir pendant un an. Et on voit bien qu'en fonction des cultures dans lesquelles on est, la perception et l'approche du deuil ne va pas être la même sur le plan de la norme sociale. Et la troisième norme qui me semble fondamentale à prendre en compte en psychopathologie, c'est ce qu'on appelle la norme subjective. C'est ce qui va être tolérable pour un individu. Par exemple, une anxiété avant un examen. Là aussi, vous voyez bien que la norme subjective, elle va être très différente d'un individu à un autre, d'une société à une autre aussi, mais là on est dans la norme sociale, mais surtout d'un individu à un autre. On dit bien qu'il y a des personnes qui gèrent mieux le stress que d'autres. Donc là aussi, il faut prendre en compte, si on ne veut pas se tromper dans son accompagnement, il faut prendre en compte quelle est la norme de la personne que l'on a en face de soi en termes de normes subjectives. Vous voyez que déjà, ça commence à être beaucoup moins simple. Il y a la statistique, il y a ce qu'attend la société dans laquelle on est, et puis quand on travaille, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un là qui est en Colombie. Moi, j'ai vécu 3 ans au Mexique. Je suis rentrée il y a 2 ans et demi. J'ai bien vu effectivement comment, notamment en criminologie, c'était très intéressant, les normes sociales sont totalement différentes. Donc, quand je travaillais là-bas, c'était très différent au niveau de l'accompagnement de ce qu'on peut faire en France. Donc là, c'est vraiment fondamental de prendre ça en compte. Et donc, pour le coup, c'est vraiment la perception que la frontière est très floue entre ce qui va être normal et ce qui va être pathologique. Il va falloir prendre en compte la culture, l'âge, l'état de la personne, la situation, bref, tout ce qui est contextuel. Et c'est une base indispensable pour toute réflexion clinique. La norme devient à ce moment-là un repère et attention, ce n'est pas un jugement moral. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on apprend de manière fondamentale quand on fait des études en psychopathologie. Alors, qu'est-ce qui va faire justement la pathologie? Comment, j'ai parlé de curseur,
comment ce curseur va bouger entre ce qui va être normal et puis ce qui va devenir pathologique. Alors justement, en psychopathologie, bien, on dit qu'un comportement va devenir pathologique s'il provoque une souffrance, s'il provoque une gêne significative, si on voit une altération du fonctionnement social ou professionnel, et si le comportement est rigide et empêche l'adaptation. En fait, ça empêche, pour le dire autrement, la personne qui le vit et qui le subit, je dirais même d'être libre. Et la personne va être dans un comportement rigide et répétitif, même si elle a envie de changer. Et vraiment, le fondement de la psychopathologie, c'est d'apprendre à faire la différence entre justement ce qui est une différence entre les individus et un dysfonctionnement. Pour arriver, moi, je dirais même, je pourrais même mettre qu'il y a normal, peut-être là, ici, à la frontière, peut-être que je pourrais mettre le dysfonctionnement et le pathologique, effectivement, quand ça continue à dériver. Alors, je vais vous donner, pour que ce soit très clair, deux exemples. L'exemple, par exemple, je reviens sur le deuil. Voilà. J'ai un cas, une question. Est-ce que pleurer 6 mois après un décès, le décès de quelqu'un de mon entourage, c'est normal? La réponse, alors, si on est sur la norme médicale, sur la statistique psychiatrique et donc la norme médicale, le DSM-5, donc qui est le manuel des troubles psychiques, précise que si le symptôme dure plus de 2 semaines, c'est un trouble dépressif. Mais par contre, dans certaines cultures, on autorise des années de deuil. Et là, vous voyez bien comment la norme sociale peut rentrer en friction avec la norme médicale. On n'a vraiment pas du tout la même perception et la même approche. Autre exemple, l'anxiété. Donc là, effectivement, j'ai mis un personnage qui est dans une situation un petit peu difficile, hein, le funambule. Voilà, donc ben, a priori, il est stressé. En tout cas, c'est souhaitable. À partir de quand l'anxiété devient-elle un trouble? Pourquoi je dis que c'est souhaitable? Ben, la réponse, c'est que déjà, c'est tout à fait normal d'être stressé lorsque ça permet de s'adapter à une situation. Par exemple, là, un stress avant un entretien ou une situation dangereuse qui fait qu'on commence à avoir plus de précautions. Voilà. Par contre, elle devient pathologique si elle est invalidante. Donc là, je parle du trouble panique. Et là, vous voyez bien que là, ben, la norme subjective, elle va juste être fondamentale dans ce cas-là. Voilà. Ça, c'est vraiment pour prendre conscience de l'importance des normes, de la prise en compte et de la perception de ce que c'est qu'une norme pour évaluer ce qui est normal et ce qui est pathologique. Alors, les pièges de la norme, il y en a deux principales. Le premier, c'est le biais de la pathologisation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le fait de considérer que tout comportement différent serait un trouble. Alors, par exemple, là, je vous donne l'exemple de l'introversion. Quelqu'un qui aurait une énergie interne plutôt, une énergie psychique plutôt centrée sur lui-même, qui va plutôt vivre dans son monde intérieur plutôt que d'être versé sur le monde extérieur, ben, est-ce que c'est un trouble ou pas? Donc, est-ce que l'introversion est un trouble de la personnalité? Voilà. Un jeune qui serait trop sur son portable, on va y venir après, ça pourrait être un problème, mais un jeune qui n'est jamais sur son portable et qui effectivement vit dans son monde intérieur, à quel moment? Voilà. Donc on peut être dans de la pathologisation assez rapidement. Et à l'inverse, on peut avoir le biais sur l'extrême inverse, qui est la normalisation, c'est-à-dire que c'est le fait de minimiser une souffrance. Je pense qu'on a tous entendu au moins une fois dans sa vie, surtout moi je suis dans d'une génération où on écoutait assez peu la souffrance psychique. Et le c'est dans ta tête, ça, voilà, je fais partie d'une génération qui l'a beaucoup entendu. C'est quelque chose qui est un peu mieux pris en compte aujourd'hui, mais qui pourrait conduire à la pathologisation, pardon. Mais vous avez effectivement les deux extrêmes qui peuvent s'affronter. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce que pouvaient être toutes ces disciplines-là dans la notion de la norme, on va venir sur la problématique du vocabulaire. Parce qu'effectivement, eh bien, je me suis rendu compte, et on l'a tous constaté, que tous ces termes-là, qu'on utilise, qui sont des termes à la base de psychopathologie, sont rentrés dans le langage courant d'une manière
complètement déformé. Aujourd'hui, on utilise des termes cliniques dans la vie quotidienne et parfois n'importe comment. Et ça peut donner justement des confusions, des erreurs de compréhension, la stigmatisation, la banalisation. Voilà. Donc, en psychopathologie, la première chose que l'on fait, c'est réexpliquer les mots galvaudés et leur donner un sens rigoureux. Et ça, c'est essentiel. Et il faut clarifier les termes qui sont mal utilisés dans le langage courant. Je vais vous en donner, là j'en ai choisi quatre, mais alors il y en a, mais pléthore. Donc j'en ai choisi quatre, voilà les quatre qui me sont venus. Bah, le terme de bipolaire. Alors, dans le langage courant, il change d'avis toutes les 5 minutes, il est vraiment bipolaire. Alors ça, on l'entend à tous les coins de rue. Je ne parle même pas des magazines de vulgarisation qui effectivement écrivent énormément d'articles sur la bipolarité et donc des patients qui arrivent en cabinet et qui vous expliquent qu'ils ont lu et d'après ce qu'ils ont lu, ils sont bipolaires. Parce qu'en fait, il y a une réalité clinique derrière ce terme. Le trouble bipolaire, c'est une succession d'épisodes dépressifs et maniaques qui vont avoir des durées et des intensités plus ou moins fortes et plus ou moins marquées. Mais on est dans un trouble bipolaire. Ce qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui change d'avis au gré du vent ou qui est, comment dire, le mot m'échappe, mais qui est changeant. Voilà. Autre exemple, l'addiction versus une habitude forte. Je vais revenir sur l'histoire du téléphone. Dans le langage courant, alors ça y est, dès qu'elle en a l'occasion, elle est sur son téléphone. Elle est vraiment devenue addicte. Alors c'est rigolo parce que là, pendant une semaine, bon, je suis grand-mère et puis j'avais deux de mes filles qui étaient là avec deux de mes petits-enfants. Et puis un jour, on rentre d'une activité. Et puis, bon, ma fille aînée donc donne le bain au petit. Puis pendant ce temps, j'avais mis le repas à préparer. Et je me pose et je me mets sur mon téléphone. Puis mon autre fille arrive, elle se met sur son téléphone de son côté, elle était à la cuisine. Sa sœur arrive, elle rentre dans la pièce. Oh là là, mais enfin c'est incroyable quoi. Les gens, mais tout le monde est devenu addict à son téléphone, hein. Dès que vous avez 5 minutes, qu'est-ce que vous faites de votre téléphone? Qu'on n'avait pas regardé de la journée, hein. Alors, j'ai rigolé et je lui dis c'est rigolo parce que quand j'étais jeune, dès que j'avais un moment et que je pouvais me changer les idées, que j'avais envie de me faire plaisir, ben, j'ouvrais un livre. Et j'avoue que j'ai souvent entendu alors pas que j'étais addict à la lecture, mais que voilà, j'utilisais les livres pour fuir, pour pas, pour suivre les autres, pour m'échapper du monde. Et finalement, dès que je prenais un livre, j'avais, alors pas tout le monde heureusement, mais j'avais des personnes de mon entourage à qui ça posait un problème. Parce que parfois, on mélange une habitude forte, quelque chose qu'on fait souvent, par confort, plaisir, gestion du stress, avec une addiction. Et ça n'est pas du tout la même chose. Parce que derrière l'addiction, il y a une réalité clinique qui est la perte de contrôle sur un comportement ou une substance, malgré des conséquences négatives. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus à ne pas faire. Si je reprends le téléphone, effectivement, ça peut devenir, on peut en parler en termes d'addiction, si vous êtes sur votre téléphone, au lieu de faire à manger aux enfants, les surveiller pendant qu'ils prennent le bain, faire votre travail, être sur votre quotidien, au lieu de dormir la nuit. Si vous passez 20 heures par jour sur votre téléphone, mais que vous ne pouvez pas vous en empêcher, même si vous vous rendez compte que c'est terrible, vous voudriez arrêter, mais vous n'y arrivez pas, là, on est dans l'addiction. Maintenant, dès que quelqu'un, j'entends l'addiction au chocolat, l'addiction aux jeux vidéo, quand j'étais jeune, c'était l'addiction à la télé, avant d'être les livres. Voilà. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est rentré dans le langage courant et d'une manière déformée qui nuit justement à la perception que l'on a et qui ne permet plus de faire la différence entre une habitude et une pathologie. Autre exemple, le traumatisme versus l'événement difficile. Dans le langage courant, alors on est traumatisé tout le temps, partout. J'ai été traumatisée par cet examinateur quand j'ai passé mon oral. Oh là là, non, mais là, la dernière réunion, oh, ça m'a traumatisée. Bref, voilà, l'enfant rentre de l'école, il a été traumatisé par ce qui s'est passé dans la cour de récréation parce que deux enfants se sont battus. Et en fait, on en arrive à confondre dans la vie courante ce qui peut être une émotion forte, parfois un petit peu difficile à gérer, avec un traumatisme qui, là, encore une fois, a une réalité clinique.
qui est une blessure psychique résultant d'un événement qui dépasse les capacités d'intégration de la personne. Là, en fait, il y a une cicatrice, quelque chose qui va être marqué de manière durable dans le psychisme de la personne. Là, on est sur un traumatisme, sur un plan clinique. Dernier exemple, narcissique versus égocentrique. Dans le langage courant, oh là là, il est narcissique, lui, hein, il adore son reflet. Alors que, il y a une réalité clinique derrière, ce qu'on appelle le trouble de la personnalité narcissique, où là, effectivement, on a quelqu'un qui est dans quelque chose encore une fois, décalé, rigide, inadapté, et qui a un besoin d'admiration, un manque d'empathie, de la grandiosité, une fragilité de l'estime de soi. Et donc, il y a une grande différence entre aimer regarder son reflet, parfois justement être égocentrique et faire un peu de nombrilisme, et le fait d'avoir un trouble de la personnalité narcissique. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Parce que vous avez le psychopathe, voilà, vous avez un collègue difficile ou un patron imbuvable, ah bah lui, c'est un vrai psychopathe. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est extrêmement méfiant, ah non, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il est paranoïaque, lui. Voilà, votre collègue, il est très timide au boulot, puis dès qu'il fait la fête, il se lâche. Non, mais lui, c'est un vrai schizophrène, hein. Quelqu'un qui triste un peu trop longtemps, bah, lui, de toute façon, il est dépressif, hein. Ou alors quelqu'un qui aime beaucoup ranger et qui a un sens de l'ordre, ah, ben, il va avoir des tocs. Et on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Donc, quand on fait de la psychopathologie, la première chose qu'on apprend, c'est effectivement à mettre les bons mots sur les bons concepts. Parce qu'en fait, une mauvaise clé, ça donne une mauvaise compréhension. Et effectivement, mal nommer un phénomène, bah, c'est mal le comprendre. Et mal le comprendre, c'est mal intervenir. Et effectivement, pour le coup, on peut avoir des interventions inadaptées, d'où l'image de la serrure, effectivement, que l'on force, et de faire plus de dégâts, finalement, que d'aider la personne. Parce que, justement, on a mal intégré ou intégré de manière déformée un concept qui a une réalité clinique à la base. Donc, effectivement, à force d'utiliser des mots de travers, eh bien, on en arrive à ne plus faire la différence. On ne distingue plus une émotion normale d'un trouble. On ne distingue plus comment dire, une réaction contextuelle d'une pathologie, un trait de personnalité d'une structure pathologique. Voilà. C'est pour ça que la formation en psychopathologie, elle est fondamentale pour remettre les choses dans l'ordre à cet endroit-là. La dernière étape en psychopathologie, c'est la compréhension des mécanismes psychiques. Donc là, en fait, cette partie-là va nous montrer l'utilité de la psychopathologie pour les professionnels. Après, justement, les bons intervenants et les bonnes structures, bah, les bons mots et effectivement, comment ça fonctionne, pourquoi c'est important de comprendre les mécanismes psychiques. Jacques, qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme psychique? Eh bien, effectivement, ça représente toute la structure et l'organisation interne de la pensée et du fonctionnement cérébral. Un mécanisme psychique, c'est la manière pour l'esprit d'organiser ses émotions, ses conflits internes, ses représentations. Alors, vous avez les mécanismes de défense, les processus internes, les fonctions adaptatives ou désadaptatives, les conflits intrapsychiques, l'organisation de la personnalité, la dynamique émotionnelle. Et donc, comprendre tous ces mécanismes, c'est comprendre la logique interne de la personne que l'on accompagne. Le patient, ou quand on est dans d'autres domaines, comprendre la personne que l'on accompagne dans son organisation psychique interne. Ça, c'est la psychopathologie qui vont pouvoir nous l'apporter. Et pourquoi c'est important, c'est même indispensable de comprendre les mécanismes psychiques? Eh bien, ça permet donc, en comprenant la logique interne du patient, de faire la distinction entre un symptôme, une réaction, une structure, un trouble, c'est ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est de pouvoir évaluer et comprendre ce qui fait souffrir et ce qui protège, ce qui est le propre du mécanisme de défense, qui porte bien son nom. Il est là pour nous protéger, mais effectivement, s'il se rigidifie ou qu'il est inadapté, ben, il va nous faire souffrir. Donc, il faut réussir effectivement à acquérir tous ces concepts.
Ça nous permet d'adapter l'accompagnement, d'éviter des erreurs d'interprétation et ça permet l'ajustement de la posture professionnelle. Donc, où apprendre la psychopathologie? Eh bien, c'est le DU en psychopathologie qui, à mon sens, est une indispensable compétence transversale. L'objectif de cette formation en psychopathologie, c'est pouvoir nommer et identifier les troubles, comprendre les comportements, comprendre les interactions entre psyché et soma, ce qu'on appelle par exemple les troubles psychosomatiques, ajuster sa posture, assurer une relation thérapeutique ou professionnelle de qualité, savoir orienter vers un psychiatre si nécessaire. Je vous renvoie justement entre ce qui est l'accompagnement psychologique, la prise en compte de la globalité de l'individu et la nécessité d'un traitement médical. On n'est pas aux mêmes endroits, même si on travaille ensemble. Et le public cible, effectivement, ce sont tous les professionnels de santé, les professionnels sociaux, éducatifs, donc infirmiers, travailleurs sociaux, enseignants, RH, voilà, tous ces domaines-là. C'est intéressant parce que moi j'ai commencé en tant que psychopraticienne, donc ben, pour le coup, ça fait partie du socle de base des études de psychopraticien, qui à l'époque s'appelait d'ailleurs psychothérapeute, à l'époque où j'ai fait ces études-là. Et en fait, je revisite, alors je suis devenue par la suite, parce que ça m'a passionnée, donc après je me suis spécialisée, je suis devenue formatrice en psychopathologie, et en fait je redécouvre encore une fois la psychopathologie dans le domaine de la criminologie, puisqu'on est encore une fois sur la norme et on va travailler sur la notion de normalité et de pathologie dans le comportement criminel. Qu'est-ce qui conduit justement quelqu'un à passer à l'acte et à devenir un criminel? En conclusion, pourquoi une formation en psychopathologie est indispensable? Eh bien, à mon sens, la psychopathologie, ce sont les bases pour une intervention en psychologie, d'intervention psychologique, quelle qu'elle soit, encore une fois, que ce soit psychopraticien, psychanalyste, coaching, un accompagnement quel qu'il soit, même les instituteurs, les professeurs, voilà, c'est tout ce qui va être l'accompagnement de l'humain, la base de la maison, c'est la psychopathologie. Et ça n'est pas un luxe, et c'est pas un raffinement académique ou une spécialisation qui va être réservée aux psychologues. C'est vraiment un outil transversal, fondamental et opérationnel. Ça, c'est vraiment aussi mes études en criminologie qui m'ont réellement démontré cette transversalité et ce côté fondamental. C'est indispensable dans le soin, l'éducation, le social, la prévention, la formation, la clinique et l'accompagnement en règle générale. C'est pas une option décorative, hein, c'est sur quoi va reposer toute intervention avec un être humain. Sans fondation solide, c'est l'image que j'ai voulu transmettre à cet endroit-là, la maison ne tiendra pas. Voilà, la structure ne tiendra pas. Et pour moi, le socle de base, tout accompagnement, quel qu'il soit, c'est la psychopathologie. Je reviens sur l'image que j'avais utilisée tout à l'heure avec la clé qui ne rentrait pas dans la bonne serrure. Ça n'est pas seulement un savoir, c'est un outil de compréhension, de prévention et d'ajustement. Et c'est indispensable parce que c'est ce qui va nous permettre d'aider et d'accompagner sans nuire. Mettre la bonne clé dans la bonne serrure pour pouvoir ouvrir sans forcer le mécanisme. Voilà pour ma conclusion. Je vous propose maintenant des questions et un temps d'échange si vous le souhaitez. Je crois que vous avez peut-être posé des questions, fait des commentaires à Fabrice. Avec plaisir, je suis là, donc je suis revenu vers toi pour d'abord, je vais te poser différentes questions. Oui? La première question, ce serait à qui s'adresse ce fameux diplôme en psychopathologie? Bien, je crois que tu es bien placé pour y répondre aussi. Comme je le disais, toute personne qui accompagne, qui est dans une relation d'aide ou d'accompagnement. Donc, elle peut s'adresser à des professionnels de la santé, mais aussi des professionnels dans le social, à des professeurs, à des DRH aussi également. Il y a de plus en plus de DRH qui se forment en psychopathologie pour justement mieux accompagner les salariés dans les entreprises. Elle commence en octobre, hein, c'est ça si je me rappelle bien, le 12 octobre 2026, c'est exact? Je
crois, alors j'ai pas la date exacte, mais effectivement, c'est après septembre. Voilà. Donc, vous avez encore un petit peu de temps. Mais attention, le nombre d'inscrits est limité, donc on ne prendra pas tout le monde. Oui, Donc, pour il pouvoir faut bien effectivement, savoir que, voilà, pour pouvoir donner un enseignement de voilà. qualité, on doit limiter le nombre d'inscrits. Alors, une autre question, en quoi les manuels de diagnostic. Ah, Fabrice, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus, Fabrice. Voilà. Je suis là, donc Oui, on me réentend, voilà, c'est oui, bien. on te réentend. Merci. C'est parce que j'ai beaucoup de questions, donc au fur et à mesure où j'essaie de lire une question, il y a une autre qui arrive, c'est assez drôle, bravo d'ailleurs, hein. Comment on fait la différence entre une dépression et une nature de comportement, personnalité, tempérament? C'est une bonne question, ça. Ah oui, alors ça, c'est c'est tout un volet justement de la psychopathologie. On ne peut pas répondre sur les interventions, justement, quand je travaille sur la notion de personnalité, de trouble de la personnalité dépressive, sur la dépression, quand on travaille justement sur toute cette nuance-là. La dépression fait partie d'un des domaines que l'on va beaucoup étudier parce que c'est très complexe et c'est très subtil. Et alors, pour cette formation en psychopathologie, je te propose quand même de présenter l'équipe pédagogique. Donc, il y a Alain Héril qui sera là. Il y a Camille Randalas, qui est une psychologue clinicienne. Il y a Nadia Majat, désolé pour la prononciation, qui est médecin. Il y a Nadège Arnaud. Et donc, il y a encore beaucoup d'autres intervenants. Donc, il y en a vraiment, il y a une pléthore d'intervenants de qualité. C'est quand même chouette de se dire que voilà, il y a une belle équipe avec toi pour faire ce genre de choses. Et Alors, effectivement, une approche pluridisciplinaire, justement, pour prendre en considération toutes les spécificités de la psychopathologie, qu'elles soient médicales, psychologiques, voilà, donc une équipe très, très pluridisciplinaire. il y a une question en plus. En quoi les manuels de diagnostic sont-ils insuffisants? Est-ce que c'est seulement dans un cadre culturel ou une norme subjective? Alors, c'est oui, parce qu'au départ, les manuels, alors ils sont à la fois indispensables, mais effectivement insuffisants. En fait, on ne peut pas partir de rien. Il faut bien qu'il y ait une base au départ, qu'on puisse avoir un squelette, une structure sur laquelle s'appuyer, des cases, voilà, qu'on va chercher à voir si, voilà, qu'est-ce qui coche quelle case. Donc, on en a besoin. Et effectivement, ce sont des manuels qui, à la base, sont statistiques et qui changent régulièrement, hein, parce que je me souviens plus, ça a commencé dans les années 70, je ne me rappelle plus des dates exactes. Et on en est donc à la cinquième version du manuel diagnostic du DSM, donc d'où le DSM-5, et on est à la 11e version de la CIM, la classification internationale des maladies, qui elle est à la base générée par l'OMS. Donc, les manuels cherchent à prendre en compte quand même l'évolution des sociétés. Notamment, bah, il y a eu un grand tournant qui s'appelle le Covid, qui a changé beaucoup d'habitudes, mais qui a eu aussi énormément d'impact sur un plan psychologique et pathologique, psychopathologique. Donc, les manuels cherchent à s'adapter. Ils vont s'adapter aussi à l'évolution de la société. Pour donner un exemple très concret, jusqu'au DSM-3, l'homosexualité était considérée comme une pathologie. Ça n'est plus le cas. C'est ressorti effectivement maintenant. Ça n'est plus, fort heureusement, ça n'est plus une pathologie, l'homosexualité. Donc les manuels vont chercher effectivement à s'adapter à l'évolution de la société, à changer leur vision des choses. Néanmoins, il faut des années pour faire justement bouger un manuel. Ce sont des équipes pluridisciplinaires, alors bien plus grandes que ce qu'on fait chez Sowell. Ce sont des centaines d'intervenants, de médecins. Il y a des études qui sont faites, il y a des recherches, il y a des classifications qui sont, on appelle ça le purgatoire, dans les deux manuels, où effectivement certaines études sont en cours et donc peuvent laisser entendre que, par exemple, sur la notion, tout à l'heure, on parlait de dépression. Moi, j'ai parlé de trouble de la personnalité dépressive. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'existe pas encore en termes de troubles. Il n'y a pas de trouble de la personnalité dépressive. Néanmoins, on s'est rendu compte que des gens étaient diagnostiqués dépressifs, mais qu'on avait beau leur donner des traitements médicamenteux, les mettre dans des TCC,
malgré tout, il y a quelque chose qui ne bougeait pas. Donc, plusieurs professionnels se sont posés des questions en se disant, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une personnalité dépressive par hasard? Ça rejoint un petit peu peut-être la question de tout à l'heure. Et de se dire, tiens, alors moi, je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement, il peut y avoir un trouble de la personnalité dépressive. Donc, ça fait l'objet justement d'études que l'on regarde dans l'EDU de psychopathologie. Mais en fait, ces manuels sont insuffisants parce que même s'ils représentent une base de recherche et de travail considérable, il faut des années pour tout compiler, analyser et puis réussir à se mettre d'accord. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. C'est parfait. Moi, je trouve que c'est très clair et c'est transparent. Alors, il y a une question aussi, mais ça, c'est pour le DU, encore une fois, en psychopathologie, c'est y a-t-il des prérequis ou y a-t-il des critères de sélection? Moi, pour ça, je peux répondre. Je pense qu'il faut surtout adresser sa candidature. Donc, on accepte les étudiants en psychopathologie, par exemple, et en psychologie, pardon. Nous acceptons des tas de personnes avec des parcours divers. L'important, c'est surtout les candidatures qui doivent être posées. Donc voilà, il n'y a de loi que du général et de vérité que du particulier. Donc n'hésitez pas à postuler. Si, euh, si vous avez une hésitation, on peut toujours vous orienter ou même vous donner quelque chose à faire avant de venir chez nous. Et puis après ça, vous serez les bienvenus. C'est parfois des petites choses comme ça qui permettent aux gens d'accéder aux formations. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce que l'autisme, qu'est-ce qu'il en est de l'autisme? Est-ce que l'autisme est une psychopathologie? Vaste question. L'autisme, en tout cas, est répertorié dans les manuels de pathologie, de psychopathologie. Oui. Oui, Par c'est contre, effectivement, là aussi, il y a la notion de la norme, il y a la notion de l'intensité. Donc, ça fait partie. Est-ce que c'est une structure? Est-ce que c'est. Voilà, il y a tout un tas de questionnements. Là aussi, l'autisme, c'est intéressant comme question parce que c'est aussi une discipline qui a. Enfin, une discipline, comment dire? Une symptomatologie, je vais dire, voilà, pour ne pas utiliser le mot pathologie, qui a beaucoup évolué dans le regard qu'on a pu poser dessus et l'accompagnement que l'on a pu proposer. Voilà, c'est. Alors, il y a encore plein de formations. Alors, des questions. Là, il y a une question qui demande, est-ce que la formation est en ligne? Oui, la formation est en ligne. Se fait à distance, à votre rythme. Il y a des parties qui se font en direct, auxquelles on vous conseille de participer, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même beaucoup plus enrichissant que d'être simplement un observateur. Et puis les autres informations, vous pouvez les trouver sur le site donc www.sowellformation.com. Alors il y avait une dernière question, je pense. Je vais essayer de la retrouver. C'est impressionnant le nombre de questions qu'il y en a. Il y en a des dizaines, hein. Euh, alors, quelle différence y a-t-il entre la psychopathologie et un trouble de la personnalité? Hmm. 4 jours de formation pour répondre à cette question. Voilà, c'est notamment ma spécialité, justement, les troubles de la personnalité. Je ne peux pas répondre en 5 minutes. 4 jours de formation là-dessus. Donc, et pour moi, c'est une question fondamentale. Parce qu'en effet, avant un trouble de la personnalité, il y a une personnalité. Donc déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une personnalité, comment ça se construit, qu'est-ce que c'est, comment ça se construit, à quel moment c'est normal, à quel moment ça devient dysfonctionnel et à quel moment on est dans la pathologie. Donc là, effectivement, ça, c'est un sujet passionnant pendant lequel voilà, je pourrais parler des jours, des jours et des jours. Et d'ailleurs, la formation, on me limite à 4 jours. C'est dommage. Je pourrais faire beaucoup plus encore. Alors, on va devoir mettre fin justement à ce webinaire parce que malheureusement, nous n'avons pas 4 jours pour parler déjà pour répondre à toutes les questions. Je vous invite à regarder le replay. Muriel, mille merci Oui, d'avoir accepté de présenter cette courte introduction, mais brillante introduction à ce DU et en même temps pour tout le savoir que tu partages avec toujours la même bonne humeur et la même joie de vie. C'est vraiment chouette de pouvoir travailler et collaborer avec toi. Je te dis merci une fois de plus. Je vous souhaite à merci tous une beaucoup. belle soirée. Pour ceux qui font le ramadan, ben, bon ramadan.
Merci d'être venu d'un peu partout sur la planète, c'était vraiment chouette. Et on se dit à bientôt pour le prochain webinaire. Bonne soirée, à bientôt. Merci Muriel, merci à tout le monde et merci Kevin. Merci Fabrice. Merci à tous.